Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Sector 5 to Ghost. Going in now. Bienvenue à Star Wars en direct Rebels, Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude? le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels. I need to be ready to take off or none of us stands a chance. Care to blast one of those ties out of the galaxy? I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them! My name's Sam. It's possible I may be a little late. Wait, are you fighting stormtroopers? What makes you say that? Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition Star Wars en direct Rebels, enregistrée le 2 mai 2017, après ce grand week-end de QC. Le thème d'aujourd'hui, ça va être donc les derniers épisodes de la saison 3 de Rebels, à savoir les épisodes qui vont de Rencontre imprévue, Secret de Cargo, jusqu'à la fin. Ces fameux épisodes qui ont tant fait parler. Tout d'abord, on va remercier nos partenaires, à savoir siteclan.net, Mintinbox, Star Wars Holonet, Star Wars Universe, Planète Star Wars et Génération Star Wars et Science-Fiction. Je suis aujourd'hui rejoint par Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Et par Sylvain. Bonjour. Messieurs, avant que nous attaquions cette émission, nous allons faire un petit WhatsApp de nos dernières geekeries Star Wars. Nous allons donner la parole tout d'abord à Sylvain, parce que Sylvain, il était à QC ce week-end. Bah alors le WhatsApp, c'est comme, enfin plutôt c'est à cause d'Aurélien Vivès et de Sébastien Galano et de son ami, c'était Anthony, je crois, qui était sur leur panel. J'ai craqué, j'ai acheté plusieurs bouquins sur Amazon. Ils arrivent demain. Alors j'ai acheté les 2 tomes du comics Kanan et le bouquin Une nouvelle aube. Ils arrivent demain. C'est de leur faute, donc je leur enverrai la facture. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te faire pencher ? Que c'était des bonnes BD, et un bon bouquin on en apprend plus sur Kanan, son histoire, donc voilà. Je vais en découvrir un peu plus. Ça, c'était le WhatsApp positif. Le négatif, je vais crever l'abcès tout de suite maintenant. C'est un ressenti un peu moyen pour l'enregistrement du podcast qu'on a eu à QC, sans entrer dans les détails, parce que j'espère qu'on en ira, que j'aurai des explications ailleurs, et en revenir plus largement sur un podcast qu'on fera sur QC. J'ai aimé moyennement le podcast qu'on a enregistré. On nous a demandé, alors je ne sais pas qui est ce on, mais alors que au début on avait quasiment de 17h à 19h si on voulait pour enregistrer, et à 17h15 on nous a dit qu'on devait faire place nette à 17h45 pour la réunion Tupperware de la 501e. J'utilise, s'il y a des membres de la 501 qui nous écoutent, j'utilise vraiment le terme réunion Tupperware à bon escient, parce que moi je l'ai mauvaise. Ça s'entend, même moi j'entends que ma voix part en vrille. Je l'ai mauvaise parce que vous nous avez foutu dans la merde. J'appelle ça comme ça. Pour notre enregistrement. Donc voilà, moi j'attends des explications du pourquoi, du comment, surtout que j'ai pas vu un seul d'entre vous venir nous demander avant qu'on commence le podcast, ou nous expliquer que vous aviez absolument besoin de la tente où on était pour faire votre assemblée générale, votre présentation des petits nouveaux, j'en sais rien. On nous a demandé de vous faire place nette, et moi ça me fout les boules. En sortant de la tente, il y a quelqu'un qui portait votre veste qui m'a dit de dégager
parce que la tente était privatisée, donc ça me fout les boules. Voilà. Je suis en colère, je suis énervé, et vous êtes honnêtement, j'ai pas encore vu un seul message de votre boss, de n'importe qui de la 501 venir sur nous envoyer un mail, un MP Facebook pour nous expliquer la situation, pour ceci, pour cela. Je veux pas le savoir. Pourtant, on s'est bien marré avec Thomas, avec un snowtrooper qui était le dimanche. On a bu des coups avec lui. On s'est bien marré. On n'a pas arrêté de se croiser du salon. Pourtant, je vous aime bien et je trouve que vous faites un boulot formidable. Là, vous vous êtes comportés comme des merdes. Voilà, c'est tout. Toujours en demi-teinte, Sylvain. Ouais, mais j'ai les boules. Donc voilà. Quant à toi, Loïc, ton WhatsApp? Bah moi pas grand chose actuellement. Je suis juste en train de lire, comme toi Thomas, la Nouvelle Aube, justement. Que Sylvain a commandé. Voilà, que Sylvain a commandé, qui n'est pas mauvais, mais que pour l'instant qui m'ennuie un petit peu. Ouais, voilà. Moi je suis exactement pareil. Ah bah voilà, encore une fois, on se rejoint un petit peu. Peut-être pour ça qu'on va avoir du mal à le finir pour le critiquer. Mais bon, sinon, voilà, ça reste une lecture sympa. En plus, comme on est dans un épisode Rebels, on est en plein dedans avec Kanan et Ezra, donc avec Kanan et Hera, pardon. Donc voilà. Mais sinon, rien vraiment de plus What's Up Star Wars en ce moment. Bah moi c'est pareil. En ce moment, mon actu en dehors de QC, c'est New Dawn aussi que j'ai commencé, mais j'ai énormément de mal à continuer. Je le trouve. Alors, visiblement, Sylvain, les gens de Planète Star Wars ont dû super bien te le vendre. Alors, sur Kanan, je suis complètement d'accord. Mais A New Dawn, alors, j'ai vraiment du mal. Alors, est-ce que c'est moi qui est... Je sais pas. J'ai quand même l'impression que les deux précédents romans de l'univers canon, à savoir Dark Disciple et Lord of the Sith, m'avaient tellement mis une claque et je les avais bouffés à une vitesse pas possible, que là, je me demande si c'est pas forcément qu'il est mauvais, mais c'est juste qu'à mon avis, il est juste un peu un cran en dessous des autres. Ouais, j'ai du mal à m'y mettre, c'est long. Et pourtant c'est John Jackson Miller que j'avais adoré sur les Legacy, sur les KOTOR, mais ouais, ça a du mal à passer. Alors visiblement, je me ferai mon propre avis. Seb a dû adorer visiblement. Oui, Seb et Anthony, si je dis pas de bêtises. Anthony, je vous ferai un retour là-dessus après. Puis sinon, si vraiment le truc est pourri, j'irai péter les genoux d'Aurélien Vives et des deux autres Zig, puisque c'est eux qui m'ont décidé à l'acheter. Bon, après tu prends pas de risque, 9€. Non, puis l'investissement n'est pas non plus. Non, c'est pas dégueulasse non plus comme bouquin. Non, surtout que je l'ai pris via Amazon et puis que j'ai profité de réduction, donc je les ai à pas cher. Et puis sinon, pour rebondir sur QC, moi c'est vrai que QC, j'ai été un peu frustré aussi de qu'on puisse pas enregistrer les 2 heures. Par contre, le point positif, et moi c'est vrai que sur les thèmes qu'on souhaitait aborder, on les a abordés vraiment en 4ème vitesse. Mais ce que je retiens vraiment de sympa, ça a été, on les a complètement survolés, mais vraiment le moment sympa, ça a été quand on a pu faire intervenir les gens qui sont venus faire des propositions sur les spin-offs. On a eu deux, trois bons fous rires, et qu'est-ce que c'est sympa d'échanger avec les gens. Et c'est vraiment ça qui est sympa dans Star Wars en direct, c'est vraiment cet échange. Et moi, après l'émission, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me poser des questions, me parler, et c'est vraiment des grands moments sympas. Et j'ai causé avec un certain nombre d'auditeurs qui m'ont dit ouais, c'est sympa de te voir en vrai, et c'est vrai que cet échange-là est vraiment sympa, et voilà, on se rend compte du coup que voilà, Star Wars en direct, ça nous apporte, certes on a notre échange entre nous, mais ce qui est sympa aussi, c'est de voir que voilà, on crée du lien finalement avec d'autres personnes, et ça c'est vraiment vraiment sympa. Donc, ouais, c'est vrai que c'est ce que je retire du salon. C'est vraiment je trouve le premier salon Star Wars qui fait cette impression. Je pense que c'est parce qu'il est fait par les fans, pour les fans, qu'il y a ça. Tu sais, on a croisé Thibaut Claudel, si j'écorche pas son nom, qui est République chez Wikileaks, les 2 jours, dans un superbe costume de pilote. Je crois que c'est Poe Dameron. Ouais, c'est ça, Poe Dameron. Moi, je le trouve très bien, même s'il n'est pas encore terminé, qu'il veut ajouter 2-3 trucs pour être affilié à la Rebelle Légion. Je trouve qu'il a fait un boulot magnifique.
J'espère que je vais pas dire une connerie. Sa copine Constance fait une très très belle Marajad, je trouve. Ouais, elle est en Marajad. Il est non, c'est plus sur le thème copine que je pense que j'espère ne pas faire de conneries. Mais voilà, on a échangé avec plein de gens. Je t'ai dit le Snowtrooper, on s'est bien marré. Alors lui, il est vraiment marrant. Il a fait des vidéos d'ailleurs. Il a fait des vidéos. N'hésitez pas à les regarder sur la célébration. Qui était vraiment marrante, notamment une où il fait la bringue avec la 501ème. Ça m'avait fait poiler. Il nous a raconté les détails de la bringue, c'était rigolo quoi. Franchement, c'était rigolo. Ouais, mais on a dit que pour qu'on ne dévoilerait rien de ses secrets parce qu'il est marié. Et que ça ferait des dossiers pour sa femme en cas de divorce. Donc on ne dévoilera rien comme il a dit. Hein, tout ce qui se passe à la célébration reste à la célébration. Bon, bien évidemment, c'est l'humour de Sylvain. Même si ça était quand même un gros dégueulasse et il aurait jamais dû faire ça avec des gens. Donc voilà pour notre WhatsApp. Je vous propose... Ah oui, si, je voulais juste rebondir sur un commentaire d'ailleurs qu'un des fans m'a fait, c'est en lien avec l'émission de Rebels. Il avait écouté, donc c'est Mathieu hein, qui est venu me voir, qui était déguisé en Jedi et qui a intervenu pendant l'émission. Il est venu me voir à la fin pour répondre à une question qu'on avait évoquée et nous dire « Thomas, tu t'es complètement planté ». Je sais pas si tu te rappelles. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Loïc, quand on avait échangé à propos des Zabrak qui étaient sur Dathomir, oui. Et on avait mis on disait ouais c'est bizarre comment ils se reproduisent et il m'a rappelé un truc. Mathieu il m'a dit bah oui mais ces Zabrak en fait c'est des offrandes qui sont données par le peuple Zabrak aux Sœurs de la Nuit. Donc en fait ils sont pas reproduits, ils sont juste élevés par les Sœurs de la Nuit pour être utilisés au besoin. Voilà. Donc ça répond à notre question. Nos souvenirs Clone Wars étaient un peu lointains et du coup ce détail nous avait manqué puisqu'on l'a certainement oublié puisque bon on n'a pas regardé non plus ces épisodes un nombre incalculable de fois. Donc c'est bien voilà et donc l'intérêt de Star Wars en direct voilà c'est le retour que vous nous faites qui du coup permet après aux prochains auditeurs de se rappeler de ce détail et effectivement parce que moi ça me semblait quand même pas cohérent que les Zabrak puissent se reproduire avec des sorcières de la nuit sans avoir aucune trace physique d'un des deux codes génétiques quoi. Donc voilà, c'était c'était juste pour rappeler ça et donc n'hésitez pas à nous faire des remarques si jamais on se plante, qu'on dit des conneries, voilà, c'est aussi le but parce qu'en plus on en dit souvent. Donc voilà. Surtout Thomas. Surtout moi, voilà, c'est ça. Et je vous propose donc que nous passions directement en hyperespace pour cette fin de saison 3. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous commençons donc avec l'épisode Une rencontre imprévue, qui est donc l'épisode 16, et en anglais s'appelait The Secret Cargo, et qui a fait plutôt une bonne audience, puisqu'il était à 417 000 téléspectateurs. Alors, maintenant, on est parti du concept qu'on faisait des résumés très très courts. En gros, on a une mission de ravitaillement hein, qui est proposée pour le Ghost, et puis donc cette mission de ravitaillement, elle tourne mal parce que en fait, l'équipage du Ghost se retrouve non pas à transporter une cargaison qu'ils imaginaient coûteuse ou enfin elle est coûteuse mais pas financièrement. En fait, il s'agit tout simplement d'un leader rebelle inconnu en fait et en fait pas tant que ça puisque c'est une sénatrice en déroute qui a fait, on va dire, un gros doigt d'honneur à l'Empire et qui n'est autre que Mon Mothma. Et elle est poursuivie par des vaisseaux impériaux et donc notre équipage va la faire fuir et va l'emmener à un point de rencontre pour rencontrer d'autres rebelles et d'autres factions de rebelles. L'ensemble de ces factions de rebelles se trouvent tous à la fin et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on a évoqué dans Rogue One que fut un temps il y avait différentes factions de rebelles. On a pu voir notamment que Saw Gerrera dans Rebels est une autre faction indépendante et qu'il y a plein de petites factions, celle de Sato, celle de Bail Organa, celle de etc. Et on les voit à un moment où ils vont commencer à se rejoindre autour de Mon Mothma qui est le sénateur qui officiellement s'affiche contre l'Empire. Et bon, bien évidemment cet épisode a été beaucoup apprécié. Est-ce que Loïc, tu pourrais nous lister quelques commentaires des auditeurs sur cet épisode s'il y en a eu? Eh ben non, sur cet épisode il n'y a pas de commentaires des auditeurs. Bon. Du coup je vais enchaîner avec le mien en disant que cet épisode c'est pour moi le meilleur de la saison. On a vécu un moment de l'histoire Star Wars à l'intérieur de cet épisode, puisqu'à la fin de l'épisode, Mon Mothma fait un discours pour rallier à elle différentes factions rebelles,
t'as un petit peu la mise en chantier officielle de l'Alliance. Et mais j'ai trouvé, au-delà de ça, j'ai trouvé cet épisode totalement fou visuellement. Entre la nébuleuse dans laquelle l'espèce d'amas bizarre dans laquelle qu'ils doivent traverser, les TIE Defenders que j'ai trouvé géniaux. Je sais pas pour vous, mais personnellement j'adore ce vaisseau. J'espère qu'on va le revoir. Et puis par contre là-dessus, on sait toujours pas comment il atterrit, hein, le machin, ou comment il se pose avec ses 3 antennes. Oh, bah, à mon avis, il se pose sur l'aile inférieure, c'est tout simplement. Et donc vraiment, bon, le petit bémol que j'ai pour moi, c'est qu'ils ont encore une fois détruit un croiseur avec 3 chasseurs. Mais bon, au final, après avoir revu certaines parties des films, ils le font aussi, donc je commence à être un peu moins choqué. Mais vraiment, cet épisode m'a extrêmement emballé, avec presque un petit peu à la fin le cœur serré de voir ça. Mais bon, c'était quand même le côté animé qui m'a... On dis-le, t'as pleuré, Loïc. Non, mais justement, peut-être que c'est parce que c'était une série animée et qu'elle n'a pas la portée qu'aurait pu avoir cette scène-là dans un film ou autre. Sylvain ? Bah, j'ai quasiment les mêmes commentaires que Loïc. Il y a juste le début de l'épisode m'a un petit peu gêné, enfin pas réellement le début, mais les petites guéguerres internes entre les deux groupes de rebelles, qui sait qui a la plus grosse ou qui sait qui pisse le plus loin. Ça m'a un petit peu sorti du truc, mais c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même une certaine tension tout le long de l'épisode, et des gros moments d'émotion. Quand Mot Mata fait son discours et quand tous les vaisseaux arrivent à la fin, c'est vraiment de très belles images. C'est vrai que on voudrait limite voir la même scène ou quasiment en film avec encore plus de vaisseaux. Ça aurait énormément de gueule, mais c'est vraiment là où tu peux te dire que les rebelles tels qu'on les connaît dans les films arrivent, quoi. Alors, moi, je suis d'accord d'un certain point de vue sur le fait que c'est super cool. Par contre, moi, je trouve que les petites dissensions, justement, entre les groupes de rebelles, moi, je trouve ça bien. C'est vraiment... on continue dans la lignée de Rogue One, c'est pas les rebelles, ils sont tout gentils, et puis tout va bien, justement, comme partout, comme dans n'importe quel endroit. On l'a pu voir, même chez les fans de Star Wars, des fois, il y a des petites tensions et des petits trucs qui traînent, et c'est un peu la vie. C'est-à-dire que même si les mecs, ils ont un but commun, un chemin commun, c'est humain, il peut y avoir des dysfonctionnements et des tensions, et je trouve que c'est bien de montrer que même chez les rebelles ça arrive, et ça, moi, ça m'a pas gêné du tout. Par contre, en termes d'émotion et tout, ouais, je suis d'accord. Moi, à la fin, je trouve ça trop cool, quoi. On était là, waouh. Ils sont tous là, les Hammerhead, les corvettes. C'est presque la flotte qu'on voit dans Rogue One, quasiment. Et puisque tu parles de vaisseaux, d'ailleurs, on va y revenir. Donc, effectivement, il y a énormément de vaisseaux, et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voit les frégates médicales Nebulon B. Je sais pas si vous voyez. Oui. On voit dans l'Empire contre-attaque, Retour du Jedi, etc. Et qu'on voit aussi des vaisseaux. Alors, je pense pas que ce soit le Home One de l'amiral Akbar, mais c'est des vaisseaux qui y ressemblent beaucoup. Et c'est des croiseurs Mon Calamari. Voilà, et on voit tout de suite l'architecture Mon Calamari. Et d'ailleurs, j'ai expliqué à mes enfants quand on regardait, je dis, vous avez vu ceux qui sont ronds comme ça, c'est les fameux croiseurs de Mon Calamari. Et puis ils m'ont dit, ouais, mais ils les sortent d'où et tout. Donc là, j'ai déroulé mon savoir. Je leur ai expliqué que à l'époque de tu les as pipotés, quoi. Tu leur as joué de la flûte. Non, c'est une réalité, hein. C'est qu'en fait, ces fameux gros vaisseaux, ils sont pas sortis de nulle part, ils ont pas été fabriqués pendant l'Empire, ils étaient planqués dans la mer parce que à l'époque, les Mon Calamari, ils avaient peur d'une invasion ou d'un truc qui se passerait sur la planète, et c'était en fait un peu comme les ricains qui se font construire des abris antinucléaires. Eux, ils avaient leurs vaisseaux au cas où pour fuir la planète au cas où ça se passe mal. D'ailleurs, je crois que je me demande si c'était pas à l'époque de la guerre contre les Quarren, d'ailleurs. Oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est encore canon, cette explication? Initialement c'était l'explication de base. Canon. Oui, elle peut être effectivement, elle peut être décanonisée, mais pour l'instant je vois pas d'autres explications. Donc dans l'idée, a priori, tu vois, j'ai l'épisode. A priori, il est tout petit, hein, ton croiseur Manka là. Oui, c'est pas le Home One. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais mais il est tout petit. Il y en a qu'un seul. Hein. Et mais les frégates médicales, il y en a par contre. Hein.
Il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis comme tu dis, on retrouve le Hammerhead, etc. C'est-à-dire en gros la Il y a flotte de 4 Rogue One. Hammerhead, 1, 2... Bah, c'est 3, dont les 4. 3 qu'ils avaient piqué dans la saison 2, quoi. Et donc du coup tout ça c'est cohérent et c'est cool. Et aussi c'est l'épisode qui a introduit le général Dodonna et qui est hyper ressemblant même s'il est cartoonisé. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Donc ça j'ai trouvé vraiment sympa. Mothma, je prononce bien. Oui, bien. Je trouve ressemblante là-dedans. Ouais, totalement. Oui, et puis c'est l'actrice qui donne sa voix au personnage. Donc moi comme j'ai regardé en VF. En VO, je l'ai reconnu à la voix. Ah ouais. Donc voilà, et c'est un épisode. Alors, on n'a pas eu de commentaires peut-être sur les réseaux sociaux sur cet épisode, mais au moment où moi je regardais les premières personnes qui l'avaient vu en VO sur différents réseaux sociaux, quels qu'ils soient, globalement c'est un épisode qui effectivement a beaucoup plu. Et le fait qu'il y ait Mon Mothma, et puis même Bail Organa, tout ça, enfin vraiment c'est top quoi. Vraiment, moi j'ai adoré ça, et ça montre l'importance de cette sénatrice. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que le personnage qui a le plus de couilles dans cette histoire, c'est une nana quoi, et je trouve ça vraiment, c'est ça la force de Star Wars aussi, c'est le côté voilà, c'est pas les hommes qui mènent tout et vraiment je trouve ça vraiment très bien quoi. Donc moi j'ai beaucoup aussi aimé cet épisode, j'ai l'impression qu'on va être unanime pour une fois. Des éléments à rajouter les uns les autres? Non. Et donnez votre note, allez-y. Je pars sur 19. Ah ouais, monsieur. Ah oui, c'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup plu. Peut-être vraiment l'épisode que je préfère de toute la saison. Ouais. Je dirais pas jusqu'à 19, mais un bon 17. Ouais. Ouais, moi je serais sur aussi un 17 quoi. Je mettrais un 17. Ça va nous faire une moyenne à un petit 18 on va dire si on compare nos 3 notes. Donc voilà, du coup on part sur un 18 pour cet épisode qui visiblement a plu à beaucoup de monde. Et nous allons maintenant passer sur l'épisode suivant, qui s'appelle alors en français c'est la trahison de Chopper, et en anglais c'était Double Agent Droid, je le trouve mieux d'ailleurs, l'épisode VO. C'est un épisode qui par contre a réuni beaucoup moins de monde, parce que il a fait que 360 000 spectateurs. Il est scénarisé par Brent Friedman, je sais pas si quelqu'un connaît. Non. Et le précédent c'était Matt Miknovets, alors je connaissais pas non plus. Alors, dans cet épisode, on pourrait presque le qualifier d'épisode bouche-trou. On a Chopper. Ah non, tu peux. C'est pas presque. C'est un épisode bouche-trou. Ouais. Typiquement, de toute façon, tu le vois dès le début. Tu vois Chopper et AP5. Tu te dis bon, déjà, il va pas se passer branche. Oui, c'est clair. Ils infiltrent. Ouais, vas-y. Ce qui est con, c'est pas qu'il s'y passe grand-chose. On apprend quelques trucs intéressants sur les services de renseignement. Je vais y arriver, de l'Empire. Mais le reste c'est bidon quoi. C'est deux personnages qui, comme d'hab, si c'est pas Zeb et ça y est, j'ai oublié son nom. Ouais, ou Ezra qui se fout sur la gueule, c'est Chopper et l'autre droïde. Ouais, voilà quoi. C'est clairement du bouche-trou. Ils savaient pas quoi faire avant de tuer Maul, et puis merde, il nous manque un épisode. Ouais, on va foutre un mec qui ressemble au gars dans l'Empire contre-attaque, et voilà. Tu parles de qui? Tu parles de Lobo? Ouais. Ouais, effectivement, c'est les mêmes implants qu'ils ont dessus. Donc du coup, je finis ma rapide présentation de l'épisode. Ils infiltrent une station impériale, comme d'habitude, pour voler des codes. On remarque qu'à nouveau, pour la 1000e fois, Chopper est encore peint en noir, la technique un peu redondante. Et par contre, un truc bien dans cet épisode-là, c'est que à force que Chopper soit peint en noir et revienne à chaque fois, moi je me disais putain, mais ils sont cons ces impériaux. Déjà, ce modèle de droïde, il est complètement dépassé, mais en plus, ils le remarquent même pas. Et ben là, pour une fois, ils montrent. Justement, ils prennent des photos en disant, vous avez vu, il a fait ça le coup, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc il y a plein de photos, et on lui dit, voilà, ce coup-là, on va l'avoir, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça bien de souligner que, voilà, l'Empire, ils sont pas bien malins, ils se font tout le temps avoir, mais quand même, au bout d'un moment, ils sont quand même capables de réaliser. Et sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a ces fameux pseudo-lobos qui prennent le contact à distance de Chopper et qui vont l'utiliser pour attaquer le Ghost. Donc après, il y a tout un capharnaüm au sein du Ghost, et Hera défend son droïde corps et âme. D'ailleurs, il y a une fin en termes de baston qui est un petit peu exagérée, mais voilà. Et donc typiquement, voilà, comme tu dis. Ah oui, un petit peu, oui. On est sur un petit peu beaucoup, parce que tu balances pas un court-circuit à travers un robot et un Wi-Fi, faut arrêter les conneries. Disons qu'ils avaient le début de l'épisode, mais pas la fin, donc. Ouais. Merde, comment on fait? Oh bon, on va dire qu'on va
électrocuter le gars à distance. D'accord, Ouais, ok. Là, c'est vrai que c'est un peu, en plus ça paraît pas bien réel. Bon, après moi, je vois par exemple les enfants, ils ont vu du feu, hein. Pour eux c'était cool. Ouais, mais passé 5 ans, cet épisode-là, c'est de la merde, quoi. Eh ben, je suis pas complètement d'accord. Alors, c'est un épisode qui est clairement moins vas-y, intéressant que les développe. autres, je suis d'accord. Mais il y a plein de petites choses que j'ai bien aimées. Alors, notamment cette salle de contrôle avec ces personnages qui ont des implants. J'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu vraiment une autre version de... je sais pas, d'une faction de la sécurité impériale. J'ai trouvé que la base, elle avait un petit côté Rogue One, qui ressemblait à celle de Idou. D'ailleurs, il y a un truc très très étrange. L'entrée de cette base, il y a des portiques de sécurité. C'est la première base impériale que je vois sur laquelle il y a des portiques de sécurité. Alors, je ne sais pas, moi ça m'a choqué. C'était un ancien aéroport, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. Moi personnellement, ça m'a choqué, franchement, de voir des portiques de sécurité alors que aucune base impériale n'en a. Bah, bref, ça c'est pour le détail. Les droïdes, Chopper surtout, on a l'impression que ils infiltrent tellement de bases que Chopper il pourrait passer habillé en empereur en levant le petit bras qu'il a dans le dôme et que les Stormtroopers n'y verraient que du feu, vraiment. C'est assez incroyable. Moi franchement ça m'a pas dérangé dans l'épisode parce que voilà, je l'ai pris pour ce qu'il était, un petit épisode sympa comme ça. Moi j'ai bien aimé. Sincèrement, c'est pas un grand épisode, mais je l'ai trouvé sympa. Sylvain. Bah, j'ai fait mon commentaire avant, en fait. Alors, mets ta note. Donc, la note, je mettrais 10. Ouais. Parce que, il y a des éléments sympas, mais l'histoire est bidon, quoi. C'est clairement un épisode bouche-trou. Fallait foutre ça au début de la saison. Oh, il y en a déjà eu plein au début de la saison, des épisodes bouche-trou. Bah ouais, tu déplaçais celui-là ou tu le virais, je sais pas, mais bon, voilà, c'est sûr que si on attend un épisode qui fait avancer l'histoire, on en a pas pour. Bah oui, mais justement, si t'es à la fin d'une saison, il te reste surtout que on te tease depuis plusieurs mois le combat final entre les deux loustiques là. Tu mets pas un épisode comme ça juste après la création des rebelles tels qu'on les connaît. Tu mets pas un épisode comme ça entre... Non, pour moi, il fallait... Cet épisode-là n'a rien à foutre là. Loïc, tu le fous en début. Bah moi je lui mets 14, comme j'ai dit. Ah ouais, quand même. Sympa. Ouais, vraiment, j'ai passé 25 bonnes minutes, rigolotes. Voilà. Mais j'attends. Alors après, je pensais même d'ailleurs que AP5 allait y passer à la fin. Quand il est projeté dans l'espace, je me suis dit tiens, finalement ils arrivent à le récupérer, mais non, voilà. Mais non, c'est un gentil. Bah oui, je sais, mais pas bon. Les tuer. Ils peuvent. Je suis pas sûr. Si, c'est un gentil qui fait partie maintenant des personnages principaux. Ils vont pas les tuer comme ça. Moi, je trouvais que le début était bien, ça partait bien. J'ai beaucoup aimé les agents impériaux qui surveillaient, tout ce que t'as dit, Loïc. J'ai trouvé que le début partait bien, et puis ça donnait ça donnait quelque chose à l'Empire, mais c'est la fin qui m'a dérangé. Pour ça, je mettrais pas plus de 11-12, quoi. Donc, je mettrais 11,5, tiens. Donc du coup ça nous fait une moyenne avec le 10 de Sylvain, ton 14, ça nous fait une moyenne à un petit 12 quoi. Bon t'as bien fait monter la barre avec le 14. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode là. Et nous allons ensuite passer à l'épisode 18, qui s'intitule Au cœur du désert en français. Encore une fois, il est bien plus sympa en anglais. Le Twin Suns, qui fait allusion à la planète Tatooine et qui est moins explicite, je trouvais meilleur. C'est un épisode qui est réalisé et scénarisé par Dave Filoni. Et je pense qu'il a voulu s'y atteler, justement parce que il y avait la fin d'un personnage qu'il avait réintroduit, donc c'était lui qui avait ouvert la boîte, c'était à lui de la fermer. Et puis il est assisté pour le scénario de Henry Gilroy, qui avait fait des épisodes The Clone Wars et qui avait co-créé d'ailleurs Star Wars The Clone Wars avec George Lucas. Et qui est en général un bon scénariste, mais qui a bossé aussi sur Rebels, si je me souviens. Ouais, tout à fait. Et qui est en général des épisodes dans le haut du panier, quoi. Ouais. Et aux États-Unis, les audiences n'ont pas été si élevées que ça, parce qu'on a eu que 395 000 téléspectateurs, malgré tout le teasing qu'on a eu dessus. Et c'était quand même l'épisode le plus attendu, à mon avis, à la base. Et tout le monde pensait que ça allait être l'épisode de fin de saison. Pour résumer, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Ezra a une vision de Maul, et il le défie donc de se rendre sur la fameuse planète qui est éloignée. Donc il y va en utilisant ses holocrons pour se repérer.
il se retrouve perdu au milieu de ce désert, et il est attaqué par des hommes des sables. Et du coup il fuit en fait, et à un moment il va faire la rencontre d'Obi-Wan qui va le sauver. En fait, à la fin on a notre fameux Dark Maul qui revient pour l'attraper, et puis il y a un combat avec entre Maul et puis Kenobi terrasse ce fameux Darth Maul, et la grande phrase qu'il lui demande, parce qu'il a compris qu'il était là pour faire quelque chose, pour protéger. Il lui demande: tu es en train de protéger qui? Et il lui demande s'il protège l'élu. Et il lui fait comprendre que oui, il protège l'élu, et que finalement Dark Maul il est un petit peu rassuré, parce que on va enfin pouvoir venger tout le mal que lui ont fait les Sith, et puis en terminer avec eux. On peut comprendre, alors moi vous allez me donner vos commentaires, moi mon interprétation, pourquoi est-ce qu'il s'est fait aussi facilement flinguer? Je pense que Dark Maul il est au bout du bout, et il se rend compte qu'il a peut-être un petit peu fait une erreur, et quelque part il laisse la place aux Jedi pour résoudre tout ça. Voilà, c'est mon rapide avis, parce que je sais que beaucoup de gens ont critiqué ce combat, dans lequel j'ai trouvé finalement une certaine esthétique et une certaine dramaturgie. Mais je pense que vous allez pas être d'accord. Je vous laisse tirer les missiles, allez-y. Alors, je vais juste commencer avec les commentaires de nos auditeurs, cette fois-ci. Vas-y, ouais. Cléo nous dit qu'il était attendu cet épisode, qu'il était vraiment sympa malgré le duel qui était court, et qu'il a fini par accepter le fait que ce temps court, en y repensant les jours d'après. Jérémy trouve que cet épisode était cool également, avec une fin qui fera plaisir à notre Jérémy, puisque donc Dark Maul passe l'arme à gauche. Faye Fanel n'a pas du tout aimé cet épisode. Elle trouve que c'était un pétard mouillé, donc on va peut-être enchaîner là-dessus après. Je recherche juste le commentaire de David qui en avait laissé un, voilà, qu'il a beaucoup aimé le duel avec Maul, qu'il l'a trouvé assez réaliste, qu'il l'avait trouvé inspiré des films de sabre japonais. En plus, lui a vu dans la pose que Obi-Wan prend la même pose que prenait Qui-Gon dans l'épisode 1. Et puis et puis Kenobi dans l'épisode 3 aussi. Oui, et du coup il dit Maul lui sort donc la botte qui a tué Qui-Gon, mais Obi-Wan a la parade puisqu'il a appris de l'erreur de son maître. Pas mal. Et donc effectivement, moi après la lecture de ce commentaire, ça m'a apparu encore une autre vision que je n'avais pas vue au visionnage. Tu nous donnes le tien de commentaire, Loïc? Ah oui, pardon. Moi j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé cet épisode. En fait, moi, par rapport à la promo qui a été faite, j'avais deviné que cet épisode Petit 1 n'était pas l'épisode final parce qu'il n'était pas en 2 parties. Et deuxièmement, j'avais imaginé un épisode dans lequel Obi-Wan serait un peu une espèce de guest, à savoir qu'il serait pas présent pendant la majeure partie de l'épisode. C'est-à-dire que je voyais très bien un épisode où ils allaient passer l'épisode entier à se mettre sur la gueule, et puis où Obi-Wan ferait une apparition dans les 5 dernières minutes. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc pour moi il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. J'ai pas été déçu parce que c'est exactement ce à quoi je m'étais attendu. Je suis pas déçu par le combat parce que j'ai apprécié que justement ce ne soit pas quelque chose de voilà, ce sont tous les deux de vieux messieurs. Faut pas l'oublier. Donc je trouve ça plutôt sain. L'un comme l'autre, ouais, tout à fait. Oui, voilà. Donc je trouve ça plutôt sain que ce soit pas un combat épique où j'aurais été un peu déçu de voir Obi-Wan je sais pas, faire des passes d'armes comme il faisait avant, alors que ça fait 20 ans qu'il vieillit tout seul sur son caillou. Pareil pour Maul. Donc moi cet épisode je l'ai apprécié, j'ai apprécié la fin. Je m'interroge sur l'élu. Est-ce que du coup c'est une façon pour Disney de nous dire tiens, au fait on répond à la question indirectement, Luke c'est l'élu, c'est lui qui ramènera l'équilibre dans la force. Tiens, c'est marrant, on parle de balance de la force et d'équilibre dans la bande-annonce, est-ce qu'il y a un lien? Je repars sur des théories, on les développera dans la prochaine émission. Est-ce que et puis j'ai bien aimé voilà ce petit plan final en guise de bonbon où on entend Obi-Wan près de la ferme des Lars, et puis la tante Beru qui appelle Luke. Voilà, et Luke qui court, la silhouette de Luke, mais sans le montrer vraiment. Mais sans le montrer, voilà, ça me suffit. C'est un peu comme on l'avait entreaperçu dans un comics, et un peu plus jeune, et voilà, là on le voit aussi de loin, et moi ça m'a suffi. Moi c'est cette partie-là que j'ai le plus apprécié de l'épisode, la partie où on voit justement Obi-Wan regarder Luke de loin. Le reste, je reprends l'expression de pétard mouillé. Je m'attendais pas non plus à un combat super épique, mais là le combat il fait 1, 2, 3,
Maul est mort. C'est vrai. Et je trouve ça ultra méga débile. D'accord, c'est des vieux monsieur, c'est tous les deux des vieux monsieur, mais c'est tous les deux des utilisateurs de la Force. Voilà, on nous montre depuis pas mal de temps dans The Clone Wars et dans Rebelle, Maul comme un gros vicelard qui pète une durite qui a pété une durite, qui sait plus. Et là, il se fait sa passe d'armes est ultra ridicule. Il se fait tuer. Pourquoi ? Parce que son double sabre, au lieu d'essayer de taper, de trancher dans le vif, il fait 3 mouvements de sabre, dont le dernier c'est d'envoyer son sabre en l'air à plat. Ouais, d'accord. Et c'est sûr, mon bonhomme, que tu vas te le faire couper par le milieu. Tout le reste... J'ai eu le même ressenti que toi quand j'ai vu l'épisode. Et là, quand je lis le commentaire de David, par exemple, effectivement, si ce qu'il a vu est bien juste, si c'est effectivement c'est la même passe d'armes qu'entre Qui-Gon et Maul pendant l'épisode 1, je me dis ça a du sens. Tu vois ? C'est qu'il a appris de l'erreur de son maître. Il dit, mon maître s'est fait avoir comme ça, donc je ne me fais pas avoir comme ça. Ouais, mais ça veut dire que Maul n'a rien appris du tout, et parce qu'il s'est fait trancher le bide, que là, d'un coup, il reviendrait, il aurait compris que, oh là là, tu protèges quelqu'un dans le désert, oh là là. Non, j'y crois pas. C'est peut-être la même passe d'armes, mais j'y crois absolument pas de l'explication. Ils nous ont teasé et montré un Dark Maul, que ce soit dans Rebelle ou dans The Clone Wars, comme quand même un gros salopard, un gros vicelard, un mec qui veut détruire les Sith et détruire Palpatine, qui est quand même a de la stratégie en lui, qui est capable qui est capable de faire quand même des grands trucs. C'est plus du tout l'espèce de brute épaisse du premier. Et là, ils le font claquer comme ça au milieu du désert, un peu en 3 secondes. Pour moi, c'est pas un combat et une mort digne de ce qu'ils nous ont présenté comme étant Maul durant 2 séries. Alors je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est pas une fin pour un personnage qui a été autant développé, ça je suis d'accord avec toi, mais je trouve que justement le fait de pas en avoir fait trop autour de sa mort, alors ils en ont peut-être pas fait assez, peut-être que le fait vraiment de pas avoir développé un truc sur plusieurs épisodes ou sur un double épisode ou sur un trait dramatique, je me dis c'est peut-être la bonne alternative de dire bon, c'est bon, on a joué avec le personnage, vous l'avez apprécié, nous l'apprécions, vous l'aimez pas ou vous l'aimez bien, tant mieux, et maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Ouais, mais il y a on n'en parle plus, mais tu le fais pas mourir connement comme ça. Disons que c'est vrai que depuis le temps qu'il est développé, ouais, voilà. T'as un peu. Alors moi, je suis plutôt de l'avis de Loïc, mais je comprends ce que Sylvain veut dire. C'est depuis le temps qu'on nous le développe. Parce que si tu comptes les saisons de The Clone Wars plus les saisons de Rebels, ça fait 5 saisons que le mec est là et que il a eu un background hyper développé et que en plus Palpatine lui avait dit j'ai un grand dessein pour vous. Alors ça laissait sous-entendre qu'il allait être utilisé pour un truc super. Puis finalement, ils ont mis des indices dans The Clone Wars qui ne mènent nulle part. Et c'est un peu ça qui est dommage, je trouve. De mon point de vue. Pour moi, on est devant parce que Maul est l'un des personnages favoris de Filoni. On est encore devant le cas où Filoni ne veut pas lâcher ses persos favoris, nous les remet à toutes les sauces. Et pour moi, honnêtement, cet épisode-là, cette mort-là, c'est quelqu'un qui a braqué un flingue sur la tempe de Filoni, quelqu'un de chez Disney, il a dit « Tu vas nous lâcher avec ton Maul, tu vas le faire crever sur Tatooine par Obi-Wan, et voilà. » Et honnêtement, je pense qu'Ahsoka, on aura le même traitement. Ah non, ils vont nous teaser son retour de n'importe quelle façon, ils vont la montrer. Elle va mourir dans le spin-off de Obi-Wan, j'en suis sûr. Et ils vont nous la teaser dans un coin, ils vont la faire un nouveau look badass avec des sabres multicolores, boule à facettes, ils vont la rendre ultra sexy ou ultra badass, et elle va finir par crever comme une merde. Mais dans un spin-off, pas dans la série télé. C'est parce que
là, c'est limite. Il faut qu'elle meure de la main de Vador. Il y a pas moyen de faire. C'est sûr, il y aurait oui. pas moyen de faire autrement, ou qu'elle meure suite à un combat de Vador contre Et est-ce Vador que plutôt. Mais Est-ce que Filoni, on lui aurait pas dit, t'as deux, ça c'était, alors ta création principale c'est Ahsoka, et tu as ramené Maul, c'est deux personnages très importants pour toi, t'en choisis un que tu fais mourir dans ta série, et t'en gardes, et on garde l'autre, et on le mettra dans un film. Ce serait génial. Ouais, j'aimerais bien, moi. peut-être. Moi, perso, Parce que dans je un pense film, en plus plus- au flingue sur la tempe pour buter Maul, parce qu'il y en avait ras le cul. Ouais, Et, mais si tu veux, Maul, il pouvait pas le faire mourir dans un film, parce que sinon, les gens vont dire, mais d'où il sort celui-là? Ah oui, Alors que les complètement, mecs qui c'était vont compliqué. regarder, qui voient Ahsoka dans un spin-off, ils vont juste dire, ah ouais, bah tiens, et qui ont jamais vu avant, bon, ce sera peu probable, mais le mec qui l'aura jamais vu avant, bah tiens, c'est une Jedi qui est survivante de l'Ordre 66, ou une pseudo-Jedi, ça a l'air d'être un perso important qui connaît Obi-Wan, point. Tout à fait. Alors que Maul, On peut- les mecs vont dire, mais attendez, vous foutez de notre gueule ou quoi? Tu vois? Oui, bah on l'a vu mourir dans le 1, qu'est-ce qu'il faut là? Ouais. Exactement. Donc là, ça passait. Par contre, c'est vrai que ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, j'aime bien me rattacher à une espèce de cohérence. Je suis d'accord avec tous les trucs que t'as balancé, Loïc, et que David a développé. Mais par contre, à mon sens, Maul, tu le David. sens, si tu lui demandes pourquoi est-ce Oui, le qu'il est là commentaire. pour protéger quelqu'un, est-ce que c'est l'élu? J'ai l'impression, ça m'a fait penser au duel Obi-Wan Dark Vador. Obi-Wan Dark Vador, le combat il est pas sensationnel. Alors on sait pourquoi, c'est parce qu'à l'époque ils avaient pas les moyens de nous faire un combat de la mort comme Dark Maul. Dans l'épisode 1, j'entends. Bah en fait, t'as l'impression que c'est un combat contre un vieillard, mais surtout, pourquoi Obi-Wan il se fait flinguer aussi facilement? Parce qu'il se laisse mourir. Il laisse du coup Luke partir et il s'est laissé mourir. Et j'ai l'impression que de la même C'est super manière, intéressant. d'une façon miroir, Dark Maul se laisse mourir parce que il sent que en fait la vérité elle est pas dans le côté obscur et que la vérité elle est dans ce fameux élu. Il se rend compte que le gars qui l'a servi, qui était Palpatine et tous les Sith, que c'est pas eux qui avaient la vérité, il a cru en une vérité. C'est un peu comme une rédemption, tu sais, je sais pas, un espèce d'intégriste qui serait dans une religion puis qui se dirait mais merde, j'ai complètement craqué, tu vois, et qui dirait ouais ok, je vais y aller sur la version plus soft et je vais écouter les autres finalement. Et C'est beau ce que tu dis, mais Ouais, c'est ça excellent. correspond pas du tout au Ah, moi, c'est Maul ce que que j'ai tu ressenti. vois que tu vois même quelques secondes avant dans l'épisode. Il y a Je suis assez d'accord aussi, ouais. il y a, Sauf s'il il y a- s'en il y a rend compte à rien un qui te moment. laisse. Non, il se met à dire ah tu protèges quelqu'un une fois qu'il a le bit troué. Il y a rien dans la série t'es sûr avant. que c'est après qu'il ait le bit troué? Oui, oui. bien- c'est mais quand bien il est dans sûr, les bras de- regarde-le, dans les bras de- regarde-le. Est-ce que c'est pas parce qu'il comprend Mais Est-ce qu'il a pas non, un mais il ressenti se met. Mais non, regarde Et pourquoi il lui poserait l'épisode. la question après? Même quand C'est ça il que je... quand il retrouve Ezra et Obi-Wan près du feu, il est agressif, il a qu'une envie, c'est de défoncer Obi-Wan. Il y a pas de, il a senti là quelque chose. Non, c'est un Tu connais ce combat proverbe de. chinois, Sylvain? Il y a un proverbe qui dit « C'est au pied du mur que tu vois mieux le mur ». Et je me demande Non, ça si- c'est pas un proverbe chinois, c'est un proverbe de Je sais. bigard. Ouais, non mais c'était fait exprès. Mais ce que je veux te dire, c'est en gros c'était un proverbe à la con, mais n'empêche que c'est très vrai. C'est-à-dire que peut-être que au moment de faire ce qu'il va faire, il se dit putain, je vais tuer Obi-Wan, mais finalement je vais continuer de rentrer dans cette spirale de haine qu'on m'a balancé tout le long. Et des fois, est-ce que tu te rends pas compte de la connerie? Non, mais c'est un Puis, chemin. Non, mais pour te rendre compte que tu fais ça, c'est pas en claquant des doigts et voilà. C'est un chemin. C'est pas. Tu te lèves un matin. Attends, ouais. Oh bah tiens, je vais changer. Il faut que t'aies toute une série d'événements ou de petits trucs qui va Oui, te mais mettre qui sur le font chemin. des clics peut-être au moment où tu vas faire le truc, tu sais. T'as des gens Non, qui toute leur vie se battent pour un truc, puis au moment de le faire ils se disent mais putain mais c'est trop con quoi. Alors, je peux rebondir là-dessus en disant Vas-y. Obi-Wan, Maul a tellement pourchassé Obi-Wan et a tellement eu la rage contre lui Il s'est fait du mal en que fait. là, au moment où Obi-Wan lui porte le coup fatal, tout ça s'évapore puisque c'est fini. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il ouvre les yeux sur autre chose. Alors c'est un peu abrupt, c'est clair, si c'est ça par exemple, c'est un peu abrupt, mais ça peut avoir du sens. De toute façon, enfin, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il voulait effectivement le latter et puis que grâce à la parade il s'est fait niquer, puis qu'il cherche une bonne raison que ça se finisse comme ça, je sais pas. De toute façon,
c'est juste, on est que sur du postulat puisqu'on n'a rien de vraiment précis et défini, quoi. Voilà, c'est des espèces de ressentis, quoi, tout simplement. Alors, moi, je voudrais juste rajouter deux, trois choses. Rajoute. Que j'ai adoré la voix de l'acteur qui jouait Obi-Wan. J'ai trouvé vraiment que c'était très proche du travail original de la trilogie. Et puis, donc, bon, ben, du coup, cette fin de Maul met fin à une de mes théories, une de mes théories fétiches, comme vrai. Quoi, voilà. Évidemment, donc à moins qu'il y ait un effet. À moins qu'il y ait un twist, mais je pense pas là. Je pense pas. Il faudrait beaucoup plus de temps pour former ou. Non, mais ça n'empêche pas quand même Ezra, si jamais c'est le cas, de plus tard tomber dans le côté obscur. Mais parce que j'avais aussi émis l'hypothèse que Maul pouvait être dans le game en ayant co-aidé, cofondé, créé. Enfin, tu vois qu'il pouvait y avoir un lien entre Maul et ça, à moins qu'on vienne nous dire que Maul est formé des inquisiteurs et que les inquisiteurs soient à l'origine, mais ça serait contredire exactement tout ce qu'on a eu dans la série. Et puis je reviens quand même sur la phrase sur l'échange entre Yoda et Obi-Wan dans l'épisode 5. Ce garçon est notre seul espoir. Non, il y en a un autre. Encore une fois, tout le monde pense maintenant à Leia après coup, mais au final, on a Obi-Wan et Yoda qui sont tous les deux au courant de la présence d'Ezra, enfin en tout cas qu'il est vivant, ou de Kanan, on ne sait pas. Toujours est-il que voilà, ces deux personnages savent qu'il reste des Jedi. Maintenant, on le sait, comme eux, que ce c'est pas forcément de Leia peut-être dont ils parlaient. À voir pour le futur. Et Rey pourrait être la fille de Kanan. Et j'y ai pensé aussi. Ouais, mais elle aurait des lécus sur les côtés. La petite fille de Kanan. Non, pas forcément. Justement, j'ai une théorie, mais on la développera dans notre prochaine émission littérature. Parce qu'elle est en lien avec le roman que nous sommes en train de... Attention, monsieur fait des théories sur la littérature aussi. Ok. Bon, globalement, c'est plutôt un épisode qui a plu. Ah oui, aussi autre chose. Moi, c'est mon ami qui m'a fait la remarque. Il me dit, putain, le personnage, il ressemble à la fois à Ewan McGregor et à la fois à... merde. J'ai perdu. Alec Guinness. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait un travail sur les deux à la fois et j'ai trouvé que c'était bien. Et mes petits me disaient, mais pourquoi il est vieux dans le dessin animé? Il est pas vieux normalement. Bah si. Parce qu'en plus au début tu le vois dans son holocron, tu sais, dans la saison. Oui. Et mais il est jeune. Mais oui, mais le holocron il date d'il y a longtemps et c'est un peu un vestige qu'ils ont gardé, quoi. En tout cas, il leur a fait parler cet épisode. Parce que là, on est déjà à 20 minutes rien que sur cet épisode-là. Bah, c'est l'un des plus importants. Honnêtement, c'est l'un des plus importants de la saison, là. Ouais, oui, moi aussi. Je trouve qu'il est même plus important que le double épisode final qu'on va traiter après. Carrément d'accord. Même si en termes d'auditeurs, celui-là n'a fait que 395 000, alors que la suite, ils ont fait 490 et 499. Vos notes, messieurs. Peut-être que les gens avaient détecté que cet épisode ne serait pas aussi important qu'on ne le pensait. Bah oui, parce que c'était pas le final, quoi. Voilà. Alors vos notes. Moi, je mets 16. Ouais, Sylvain. Moi, je mettrais 10, honnêtement. Tu vas mettre 10, tu rigoles. Mais honnêtement, c'est cohérent avec ce qu'il a dit. C'est cohérent avec ce que j'ai dit, et encore, je me retiens. Honnêtement, il y a que la séquence de fin que je trouve super émouvante. Je peux me la repasser en boucle avec la musique et tout ça. Le combat pour moi, le combat et la mort, c'est de la merde, et tout ce qu'il y a avant, c'est à chier, c'est bidon. Donc ouais, je suis même une certaine esthétique. Je trouve même que oui, mais l'esthétisme ne fait pas tout. Non, on est d'accord, ça fait pas tout. Je trouve même qu'avec 10, je suis généreux. Donc voilà. Bah moi, je lui mettrais un bon 17. Ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Et même la fin dans la nuit, puis le nombre de références et de questions. Rien que le fait que cet épisode pose des questions et qu'on n'ait pas de réponse définie, et que ça puisse nous permettre de spéculer, de nous poser des questions avec aucune réponse dessus, je trouve ça intéressant. Vraiment, je trouve ça vraiment intéressant de se poser des questions qui peut-être resteront sans réponse. Sauf Filoni va pas pouvoir s'empêcher de dire de casser le truc, mais c'est un peu comme quand tu vois une œuvre d'art et que les mecs te disent t'as dessiné quoi? Non, t'as juste à ressentir et à faire ta propre interprétation. Et en ce sens-là, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors peut-être qu'en fait l'interprétation c'est juste les mecs se sont complètement chiés dessus, mais du coup en tout cas voilà. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que tu penses, mais pour moi voilà, c'est pas forcément tranché, quoi. Autant des fois on est tous là à dire voilà c'est de la merde, point. Autant là celui-là voilà, je trouve qu'il interpelle quand même. Il a au moins ce mérite là. Donc ça nous fait 16, 17 et 10, ça nous fait donc 37, ça fait 14. Ça nous fait du 12 et... 12 et demi, j'ai compté 14. 12 et demi.
13, on va en dire à 13 quoi. Donc du coup ça nous fait un épisode normal quoi. Et alors que ça aurait dû être alors que oui, ça aurait dû être un 19. Ah ça je suis d'accord. Voilà, ça aurait dû être un 19 bordel. Bon, t'as pas aidé hein dans tout ça. Hein. Je vous emmerde. Et on passe maintenant au dernier épisode, donc qui était donc le double épisode, qui s'appelle en français Assiégé et en anglais c'est Zero Hour. Bon là pour le coup je préfère le titre français. Donc je disais qu'il a fait pas mal de téléspectateurs. Le scénario, étrangement, ce n'est pas Filoni qui l'a fait. On a eu pour la première partie Steven Melching et ensuite à nouveau Henry Gilroy et Matt Miknovets. Et on a eu quasiment presque 500 000 auditeurs, donc c'est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? Le résumé de l'épisode, c'est le premier des deux, c'est le grand amiral Throne qui se rend compte que de la localisation de la base. Et ils arrivent sur le Tal, donc avec l'amiral Constantine, le gouverneur Hugh Price, etc. Et l'agent Calus qui se fait découvrir comme étant Lato. Ils le savaient déjà, mais ils tendent un peu un piège, on va dire, pour simplifier, pour que la base rebelle se fasse assiéger. Et ils sont assiégés effectivement sur Athlone. On a commandant Sato et général Dodonna. Dans un premier temps, ils vont essayer de riposter, puis ils se rendent vite compte qu'ils sont cuits. Ils ont un espèce de grand bouclier dont ils vont essayer de se servir pour bloquer les attaques. Le bouclier, bien évidemment, ne va pas tenir longtemps et ils vont essayer de s'échapper. Alors on a plusieurs éléments qui vont se passer, je résume l'ensemble des deux épisodes. On a d'un côté une équipe qui part chercher des Mandaloriens pour les aider. Bon alors le nombre de Mandaloriens qui ramènent pour aider fait un peu sourire quand même. Voilà, c'est ça, je pense pas que ce soit ça qui fasse toute la différence, mais bon, c'est cool de ramener des Mandaloriens, et sur le principe, voilà, le fait qu'il aille rechercher sa famille, etc., Sabine, c'est quand même sympa. Et puis on a une stratégie quand même qui est assez sympa pour contrecarrer les deux croiseurs interdictors qui empêchent la fuite. Et on voit aussi que ce qui est bien, c'est que Throne donc perd la bataille alors qu'il était sûr de la gagner, mais on voit que c'est pas à cause de Throne, c'est à cause de l'incapacité de certains de ses subordonnés. Donc ça, je trouve que ça évite de trop décrédibiliser Throne, ça c'est important. Et puis bien évidemment, on a le Bendu qui vient là-dedans. Bon, Loïc, tu sais ce que je pense de ces trucs un peu trop alambiqué quoi, on va dire. C'est un petit peu comme la trilogie de Mortis. Non les gars, là vous allez trop loin pour moi. Le Bendu c'est sympa, mais voilà, c'est too much pour moi. J'ai du mal à accrocher avec ça quoi. Le côté surtout pour ce qu'ils en font quoi. C'est voilà, donc ça m'a un peu gêné. Et puis bon, il y a cette fameuse attaque. Ce qui est sympa, c'est surtout les techniques de Dodonna et compagnie pour réussir à fuir la flotte et le fait qu'ils soient assiégés. Donc du coup après tout le monde se barre et ils réussissent comme à se barrer, on s'en doutait. Et voilà. Et puis on a aussi des AT-AT qui se mettent à attaquer la base rebelle. Donc bien évidemment Kanan taille le bout de gras là-dedans. Ça choque toujours un peu. Mais bon voilà, un épisode on va dire sympa, un double épisode plutôt sympa. Mais voilà, je vais écouter vos commentaires. Ouais, je vais prendre ceux des auditeurs en premier. Toujours Faye Fanel qui nous dit que le final était très bon, qu'elle a une impression de danger pour les rebelles, qu'elle a trouvé Throne parfait, comme le Bendu, tu vois. Elle aime beaucoup ce personnage qui lui permet de voir un nouveau visage de la Force, peut-être un lien avec l'épisode 8. Et elle a trouvé également que la prédiction qui était faite à Throne était troublante. On a également Jérémy qui dit que la fin de saison elle est décevante parce que pour lui ça n'avance pas dans l'histoire et que la fin était prévisible, et lui il a trouvé Throne pathétique. Et Cléo qui nous dit que l'intrigue avec Calus et le grand amiral était prenante et qu'il attendait impatiemment de voir comment tout ça allait finir. C'est tout pour nos auditeurs. Continue avec tes avis. Oui, écoute, moi je suis un peu pris entre deux feux, c'est-à-dire que j'ai apprécié l'épisode dans son ensemble. Il y avait enfin, on veut dire qu'il y a enfin, ça bouge un petit peu dans Star Wars Rebels. Enfin, il y a plus que 2 vaisseaux à l'écran et plus que un Walker
au sol. Mais par contre, j'ai quand même trouvé que l'épisode dans l'ensemble était un peu décevant enfin, je l'ai trouvé un peu mou en fait. Ça manquait un peu de rythme, ça manquait un peu d'ampleur malgré, voilà, on a Thrawn qui est à la tête d'une flotte impériale, il arrive, je sais plus, il y a 5 ou 6 croiseurs interstellaires, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a vu dans Rebels, mais à la fois c'est tellement peu par rapport à ce qu'on a vu dans Clone Wars ou de manière générale, ce qu'un personnage comme un grand amiral devrait pouvoir faire venir. On a 2 croiseurs interdicteurs, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, sauf que les croiseurs interdicteurs, encore une fois, on pensait dans la saison 2 que le prototype avait été détruit et qu'on en verrait plus jamais, ce que j'aurais trouvé logique par rapport au film. Là, c'est pas le cas. Mais bon, la série, voilà, elle a déployé un petit peu de moyens. Il y avait des visages pour les personnages anonymes. J'ai bien aimé le Bendu, mais je n'ai pas aimé la façon dont ils l'ont utilisé. Tous ces espèces de pouvoirs un peu chelous à la Zeus, qui est capable de détruire des AT-AT d'un coup d'éclair. Bon, j'ai trouvé ça un peu gros. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de personnage. Je rappelle que j'ai aimé la trilogie de Mortis, donc pour moi, c'est quand même plus simple. Et puis j'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai bien aimé Thrawn quand même. Voilà, c'est vrai qu'avec Calus, ça rendait super bien. On sentait que l'épisode était peut-être un peu plus sombre, un peu plus noir par rapport à la série pour gamins, par rapport à ce qu'on a connu dans les précédentes saisons. Par contre, j'ai pas du tout aimé les Mandaloriens, je vois pas ce qu'ils font là, enfin je comprends pourquoi ils sont là, mais pour moi ils servent à rien, c'est trop gros. Et puis par contre j'ai adoré, voilà, la phrase finale, pour moi elle est géniale, et j'ai hâte de les voir vraiment au sein des rebelles l'année prochaine. Sylvain ? De mon côté, le bilan est aussi mitigé. J'ai à peu près le même avis que Loïc. Enfin, ça bouge. Enfin, il y a plein de vaisseaux. Il y a des vrais combats intenses où tu sens que les rebelles ils en chient un peu beaucoup avec leur armée faite de briques et de broc. Moi, j'aime bien globalement Thrawn durant tout l'épisode. Ce qui me gêne, c'est le Bendu qui passe en mode c'est une espèce de grosse plante verte à pattes là qui d'un coup parce que on lui dit une phrase qu'il aime pas, il passe en mode super tornade. Qui c'est finalement grâce à Papy Plante Verte qui fait sa colère, c'est grâce à ça que les héros s'en sortent. Je trouve ça too much. Et puis ouais, il y a à la fois plein de vaisseaux, plein d'actions, en tout cas plus que d'habitude, mais pas assez. Parce que ouais, t'as 2 vaisseaux interdicteurs, t'as 5 ou 6 croiseurs. Mais voilà, on te dit ouais, je vais chercher de l'aide chez les Mandalos. T'en as 4 plus Sabine qui arrivent. Les mecs ils dessoudent un interdictor. Tiens, je vais faire un trou dans la coque, on passe. Je vais tarter 2-3 mecs à l'intérieur. Je vais jeter une grenade dans un coin et on va tout faire péter. Ouais, je suis d'accord. Dis donc, si les vaisseaux, et puis à chaque fois c'est un peu pareil dans toutes les situations, donc ça manque de punch quoi, ça manque d'envergure. Oui, c'est un dessin animé, fait en 3D, il faut du pognon, si tu veux rajouter des vaisseaux, ceci, cela, ça prend plus de temps. Mais ce qui est dommage, j'ai l'impression qu'ils ont mis un tout petit peu plus de moyens dans la fin de la saison. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que on aurait vraiment besoin que ce soit du niveau de Clone Wars pour avoir une impression vraiment d'empire imposant quoi. Non et puis même je crois que si je dis pas de conneries, il y a 2 épisodes, ils réunissent tous les rebelles. Et puis là, t'as l'un des bouts qui à l'aide, on va se faire démonter la gueule. Et les mecs te disent ah bah non, si on vient, nous aussi on va se faire démonter la gueule. Ouais, d'accord. Je trouve qu'il y a des problèmes de logique à un moment qui sont justement pas logiques. Ou d'accord, s'ils viennent pas tous.
t'envoies un ou 2 vaisseaux chacun. Déjà dans la 5, ça fait déjà 10 vaisseaux. T'as 5 factions, ça fait déjà 10 vaisseaux rebelles qui arrivent. Ça fait déjà un peu plus de monde pour prêter main forte à la trentaine de mecs qui vont se faire démonter la gueule sur la planète. C'est pour ça que je suis un peu déçu par ce final. Même si globalement j'ai bien aimé, parce qu'il y a de l'action, parce que les gens morphent, parce que Throne, tu vois le Throne avec ses stratégies, sa réflexion et tout ça. Et puis ouais, là, le petit mystère concernant le destin de Throne, c'est intéressant là-dessus. Donc voilà, c'est pas non plus un gros cliffhanger ou une grosse fin de saison comme je les aime dans d'autres séries. J'espère surtout que pour la prochaine saison, quand tu diras il y a les impériaux qui arrivent, ils arrivent avec 10 Star Destroyer, que voilà quoi. Surtout si c'est Throne quoi, il est censé vraiment, c'est un grand amiral, il doit être à la tête d'une sacrée flotte. Mais normalement ça devait le faire aussi, il avait pas besoin de beaucoup plus normalement. Parce que c'est un petit groupe de rebelles, mais j'ai envie de te dire, mais tu mets la pression quoi. À ce moment-là. Ouais, t'arrives t'en arrives à 10 croiseurs, tu bombardes. Tu sais, t'as plein de comics où t'as Vador, il est dans un seul croiseur et il te dit foutez-moi la planète en l'air, avec un seul croiseur. Il te fait du bombardement orbital, il te transforme la planète en un champ de ruines. Donc voilà, sortez-vous un peu les doigts du cul, musclez le jeu, et puis faites que quand on te dise il y a un blocus d'une planète, qu'il n'y ait pas 4 vaisseaux qui sont tous au même endroit de la planète et que les mecs ils arrivent pile en face de ceux-là et que personne ne pense de passer de l'autre côté quoi, merde. Ah ça c'est les blocus Star Wars, c'est comme ça sur toutes les planètes. C'est voilà quoi, c'est un blocus, il te faut au minimum 6 vaisseaux quoi. Un à chaque pôle et 4 tout autour quoi. C'est pas 2 vaisseaux qui sont sur le même côté d'une planète quoi, merde, faites le tour. Alors, je vais lister quand même quelques petits détails qu'on a vus. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait des Death Troopers dans cet épisode. C'était la première fois qu'on les voyait. Et puis, on a un escadron qui est comme sous les commandes du général Dodonna, c'est l'escadron gris, dans lequel il y a les Y-Wing. Du coup, il se fait détruire pendant la bataille. Hein. Et il complétait les 4 escadrons de Yavin, c'est-à-dire le Red, Gold, Blue, et donc lui, il y avait le gris quoi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sinon on voit le général Dodonna en action. Et il y a quelque chose qu'a souligné Faye, qui était sur le fameux Bendu, qui prédit avoir vu la défaite de Throne. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est mon ami qui m'a fait remarquer ça quand on regardait. Elle me dit putain, c'est la première fois qu'on voit Throne être perturbé. Ah oui, c'est vrai. Oui. Qu'à la fin, tu sais, d'habitude, c'est bon, allez, ferme ta gueule, il aurait tiré dessus tout de suite. Mais avant qu'il lui tire dessus et qu'il disparaisse, donc on se doute qu'il a le dernier mot, finalement, le Bendu. Mais avant même ça, rien que par la manière dont il interpelle Throne, on voit que Throne est perplexe, en fait, quoi. Et c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'il est perturbé par un autre perso. Ça semble l'inquiéter au final un petit peu. Ouais. Ça t'inquiéterait pas toi quand t'as un bestiau qui sait pas trop, tu sais pas trop comment c'est, que dit je vois que tu vas crever comme une merde. Ça, parce que globalement le message c'est ça. Hein. Et ce serait nous Sylvain, il y aurait d'autres trucs qui nous auraient inquiété à la place de Throne. Tu bosserais pour l'empereur, tu serais pas inquiet toi. Ouais, si, qu'un bestiau pareil arrive à se transformer en tornade, si. Moi je mets pas les pieds sur la planète. Mais là il a pas l'air plus choqué que ça d'ailleurs. Oui, mais je te rappelle qu'il a la peau bleue et les yeux rouges, donc c'est pas faux. Donc voilà, qu'il y a les Twi'lek, les Hutt et tout ça. D'ailleurs, il était accusé, on l'a vu, on aurait dû lui demander. Mais voilà, oui, il est interpellé comme n'importe quel mec qui se sent au-dessus de la mêlée. Ouais, mais ce qu'il a interpellé, c'est les propos. Parce que jusqu'au début, il arrive, il fonce quand même. Et le moment où il a interpellé, c'est les propos qui lui tirent. Alors, je saurais plus te les reciter, mais tu sens qu'il est... Ouais, et que la force, c'est un truc... Autant, c'est un brillant stratège, il sait voir les pour, les contre chez les gens, mais autant, sur l'aspect créature de force, il y a un truc qui le
Il y a un truc qui l'a dépassé là, tu vois. Et c'est pas assez rationnel pour lui. Mais oui, bah si ça a l'air d'être un mec ultra cultivé, ultra rationnel. La force, ça doit être l'un des seuls trucs qui le dépasse, où il arrive peut-être pas à le comprendre. Et là, t'as un bestiau pareil qui au final te dit, je vais crever, tu vas m'en mettre une entre les deux yeux, mais je sais quand même que tu vas finir par perdre, et j'ai vu comment tu vas perdre. Mais justement, est-ce que ça va pas entraîner chez le personnage la saison prochaine un changement dans son caractère ? Est-ce que ça va le rendre plus confiant, moins confiant, plus déterminé À voir. J'espère que justement ça va être un changement. Peut-être que là il aura il va se renseigner justement sur la force, peut-être auprès de l'empereur ou de Vador. Ce serait pas mal de voir les deux ensemble. À Throne ce serait vachement bien. Throne qui suit Vador pour en apprendre un peu plus sur la force. Et peut-être qu'il découvrira les lézards là, ou les espèces de les Isalamiri. Voilà. Ils sont déjà dans son bureau en sculpture. Ouais, mais peut-être qu'il a trouvé ces machins-là cool et que qu'il se renseigne réellement sur les capacités de ces bestioles-là. Et que là, ça pourrait l'utiliser parce que il se dit qu'il utilise ça pour se protéger de la force, parce que il a vu ce que les forceux sont capables de faire. Il a vu de ses propres yeux. Il n'a pas simplement lu ou entendu parler. Et que il essaye justement de faire mentir la prédiction du Bendu. Ce qui serait paradoxal, ce serait comme d'hab, qu'en s'y protégeant, il force son destin à aller justement vers cette fin inéluctable. Je vais y arriver. J'espère qu'en fait, parce que moi forcément, je sais pas pour vous deux si vous avez la même réflexion que moi, mais quand le Bendu lui fait cette prédiction, moi je le revois mourir dans l'univers Legends, et j'espère vraiment qu'on n'aura pas la même fin. Si ce n'est qu'elle était épique, j'ai pas envie de revoir la même chose. On le connaît déjà. Alors est-ce que c'est de nombreuses mains parce que ce sont les Nogri qui ont été annoncés pour être de retour et qu'ils vont se mettre à plusieurs sur lui, ou je sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux. Moi j'ai pas repensé à ça en particulier, non. J'y pensais pas, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont annoncé les Nogri, pour moi ça va finir par être tiré par ça, pour d'aller vers qui va finir par être tué par les Nogri. Vraiment, j'espère pas, parce que je trouverais ça dommage, à la rigueur. Par contre, je serais... pas dans par les mêmes conditions. Non, mais bien sûr, mais je sais pas si se retrouve sur la planète avec des restes de Nogri. C'est pareil, là, du coup, on sait pas, est-ce que les Nogri... Est-ce qu'il en reste que quelques-uns ? Est-ce que la planète a été détruite par Vador comme avant ? Qu'est-ce qui les amène à être du côté de Throne ? Voilà. À voir, peut-être qu'il les entraîne un peu, ou qu'il les connaît avant, mais on le savait pas. J'espère que le développement sera intéressant, quoi. Qu'on verra la grandeur et la chute de Throne. Justement, j'espère qu'on verra pas sa chute, en fait, parce que j'aimerais que ce personnage soit réutilisé, soit dans une série live, soit dans une série après l'épisode 6. On en a appris pas mal avec, donc je vais pas en parler ici évidemment, avec Aftermath, mais voilà, vraiment il pourrait être de l'après bataille de Jakku, et ça serait pas si bête que ça, donc j'aimerais bien vraiment qu'on le revoie, quoi. Eh bien, voilà un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut dire sur ce double épisode. Vous avez envie de mettre votre note là ? Oui, moi j'avais mis, allez-y. Alors attends, je crois que j'avais mis 15 ou 16. Sylvain, tu mettrais combien ? Moi je mettrais un 15 quand même. Ouais, moi pas plus de 15, 14-15. Comme Loïc hésitait, je vais mettre un 14, ça nous fait on va dire un 15 de moyenne, quoi. Au final, je me souviens plus quelle note on a mis par rapport à celui de la saison dernière, mais autant celui de la saison dernière était beaucoup plus épique, autant là je trouve que la déception est moins grande. Ouais. Moi je quand même déçu, hein, disons que pour un épisode final, il est en dessous de ce qu'on pouvait attendre, mais sinon il est pas mal, quoi. Mais moi je m'attendais que dans le final on voit des liens plus précis avec Rogue One, quoi. Parce que là en gros il faut qu'il reparte, quoi.
Donc on peut imaginer Ben, que ouais. ça va peut-être finir sur Yavin 4 tout ça, mais... Non, alors juste 2 petites news qui ont été annoncées, qui sont tombées après la célébration. Il n'y aura que 15 épisodes pour la saison 4. Donc ça c'est bien parce que ça nous fait une saison resserrée. Alors je ne sais pas s'ils l'étaleront dans la durée pour la diffusion ou si elle sera groupée sur la première partie de saison et puis peut-être qu'il y aura une annonce entre-temps avec une autre série qui arrivera. Et la deuxième annonce, c'est que... Alors je ne sais plus qui a fait cette annonce. Je vais pas dire de bêtises, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, ils ont annoncé de manière sûre que la fin de la série ne serait pas en même temps en fait que Rogue One, parce que ils trouveraient... Enfin, on a déjà vu cette bataille, ils l'ont dit, voilà, on a déjà vu cette bataille, on ne va pas vous la remontrer. Voilà. Bah, c'est Donc, pareil, peut-être que ça me déçoit finira... aussi, j'aurais bien aimé la voir, mais sous un autre on peut imaginer un dernier épisode qui nous dit Général Syndulla, vous êtes attendu au machin, et puis voilà. Ouais, mais on sait pas eux comment ils ont... Enfin, quel était leur rôle dans la bataille, etc. Puis juste après la bataille, enfin, je trouve ça manque de connexion. À moins qu'on le voit dans un spin-off, mais moi, j'aimerais bien pouvoir lier un peu tout ça. Enfin, donc du coup là, on passe presque sur notre émission spéculation là. Hein. Oui. Donc voilà pour l'ensemble de nos commentaires. Je crois qu'on a fait à peu près le tour là, les enfants. Ouais. On est pas mal, hein. Ouais. Eh bien, sur ce, nous allons pouvoir conclure notre émission. Nous avions déjà annoncé les partenaires au départ, donc nous allons à nouveau les remercier, hein, à savoir Star Wars Net, siteclan.net, Star Wars Universe, Planète Star Wars, Génération Star Wars et Science-Fiction, et je crois que nous avons fait le tour. Mint in Box. Et Mint in Box, qu'on a oublié en plus au début. Ouais. Alors qu'en plus on a passé des moments avec eux ce week-end. Eh bien, sur ce, les gars, je vous dis au revoir. Et puis, on enregistrera certainement prochainement prochaine émission de télé, ce sera certainement le live, hein, pour lequel on invitera les auditeurs à participer, on l'annoncera en avance le plus possible. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on enregistre également une émission Freemaker. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, que la force soit avec vous.